J'étais drogué au résultat, j'étais tout le temps en train de regarder est-ce que ma vidéo a marché, pourquoi. Tu te remets en question tout le temps, c'est horrible comme sensation. Donc je faisais 40 heures, j'avais des enfants en bas âge, c'était impossible, mais je l'ai fait. C'est un sacrifice énorme. Tes enfants ils comprennent pas pourquoi papa il est toujours dans son bureau. Oui, pour répondre, oui il y a de l'argent à se faire, vraiment. Quand j'ai eu mon premier partenariat où j'ai pris un SMIC pour une vidéo, alors que pour un SMIC j'y vais 160 heures par semaine, enfin par mois. J'avais toujours ce petit rêve un jour d'être youtubeur et de vivre de ce que j'aime, de vivre de ma passion. Parce que moi l'usine ça me fait un peu, voilà, ça me fait un peu yesh. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Kevin Bastide, alias J'ai de la culture geek. Ce féru d'astronomie rassemble plus de 800 000 passionnés et génère plusieurs millions de vues par mois. Avec Kevin, on va voir ensemble son parcours et comment faire pour vivre de sa passion, l'astronomie, qui peut parfois être encore un peu méconnue du grand public. Il va nous livrer tous ses secrets et si tu veux en savoir encore plus et plein d'autres secrets sur tous les créateurs qu'on a pu interviewer, n'hésite pas à aller sur créateurdesuccès.com. C'est un plaisir de te recevoir dans l'émission. On va aller droit au but. Depuis quand tu es sur YouTube et pourquoi tu as lancé ta chaîne YouTube? Alors ça fait 2 ou 3 ans à peu près que je suis sur les réseaux tout court. YouTube c'est un peu plus récent. Et en fait je suis sur les réseaux parce que j'avais envie de partager quelque chose avec les autres et du coup je me suis dit je vais parler de ce que j'aime au final. Donc voilà, je me suis mis à parler de l'astronomie et au final ça intéresse les gens. Donc j'ai développé sur YouTube et Instagram parce que j'ai commencé sur TikTok au début. Et pourquoi du coup tu en es venu à YouTube? Parce que est-ce que c'est juste pour les shorts ou non? Parce que tu as aussi fait des vidéos. Comment ça se fait que tu en es arrivé à YouTube, sachant que de base tu faisais du contenu court sur TikTok? Au début, YouTube, c'était le premier objectif. J'ai toujours voulu être youtubeur, enfin youtubeur. Je voulais toujours faire quelque chose sur YouTube mais depuis que ça existe, hein. Mais je savais pas vraiment de quoi parler. Je me suis même dit, comme tout le monde, je vais faire du gaming, machin. Et puis un jour, TikTok est arrivé là, pendant le confinement et je me suis dit, mais c'est génial cette application parce que c'est des vidéos courtes. Et moi, ça me faisait un peu peur de produire des vidéos de 10-15 minutes. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais raconter? Enfin, est-ce que je vais être à l'aise devant les caméras? Donc je me suis dit, je vais m'entraîner sur TikTok. On verra bien. Ça va être comme un exercice au final. Puis je me suis dit qu'au final, après, j'essaierai de développer sur YouTube. Et bon, TikTok, ça a marché directement. Et du coup, c'était quelque chose de logique au final que j'aille sur YouTube. Alors aujourd'hui, sur YouTube, je produis quasiment que des shorts. Mais là, je suis en train de préparer des vidéos longues. Alors, j'en ai fait un petit peu, mais elles me conviennent pas, on va dire. Ça me convient pas comme format. Et là, justement, je suis en train d'écrire des vidéos, enfin, des vidéos longues de 10 minutes. Ok. Et pourquoi la science et l'astronomie? Tu as fait des études dans ce domaine ou c'est juste une passion que tu as? Moi, c'est vraiment une passion que j'ai. À la base, moi, je suis mauvais élève, hein, je suis moyen élève même, donc j'ai pas fait d'études là-dedans. J'ai fait des études dans l'hôtellerie parce que je savais pas trop quoi faire de ma vie. Enfin, j'avais une passion, c'était l'histoire. Sauf qu'avec 10 de moyenne, tu peux pas faire un bac littéraire ou autre. Donc du coup, je me suis retrouvé dans l'hôtellerie parce qu'il fallait bien faire quelque chose. Et dès que j'ai eu 18 ans, j'ai arrêté les cours. Je suis parti à l'armée. Donc voilà, rien à voir. J'ai fait 11 ans à l'armée. Je me suis en reconversion, j'ai été dans la logistique. Donc rien à voir avec l'astro. Et l'astro, je l'ai découvert il y a 7-8 ans. Alors j'ai toujours été un petit peu intéressé par la science, étant petit, mais sans plus. Et un jour, je sais pas, je suis tombé sur un truc d'astro et j'ai eu le gros déclic. Et je parlais que de ça, j'ai saoulé tout le monde. Euh, et un jour, je me suis dit, tiens, j'avais toujours cette idée de YouTube et je me suis dit, mais au final, pourquoi je raconte pas juste ce que j'aime, quoi. Et voilà. Et par rapport à l'armée, tu faisais quoi exactement à l'armée? Et est-ce que ça a pu te servir justement par rapport aux shorts? Parce qu'on sait que par exemple, pour créer du contenu, il faut quand même de la régularité, il faut quand même un certain, on va pas dire mindset parce que on va pas rentrer là-dedans, mais il faut quand même une certaine régularité, il faut un certain, comment dire, c'est comme avec le sport, il faut avoir une routine, il faut s'y tenir mentalement, il faut être quand même assez fort. Est-ce que ça a pu t'aider ou est-ce que tu faisais quelque chose qui n'a rien à voir au final dans l'armée et qui t'a pas forcément aidé pour ça? Alors, j'ai rien à voir. Du coup, parce que quand je suis parti à l'armée, on m'a dit, t'as des bagages en hôtellerie, donc autant que tu ailles dans l'hôtellerie, quoi. Donc en fait, j'étais dans le soutien. Donc j'étais dans l'hôtellerie, dans l'hébergement. euh, et en fait, je me suis pas lancé sur les réseaux à cette époque-là. C'était vraiment, j'ai arrêté en 2020 à l'armée et je me suis lancé mi-2020. Mais aujourd'hui, on va dire que ça m'aide un peu parce que je suis déterminé. Et ça, à l'armée, on t'apprend que tu commences quelque chose, tu le termines et tu y vas à fond. Donc là-dessus, ça m'aide peut-être. Ça m'aide peut-être à me bouger le cul, quoi.
Ouais, non, mais c'est certain parce que ouais, sur YouTube, surtout quand, que ce soit YouTube ou les réseaux en général, quand on crée du contenu, forcément au début, on n'a pas les retombées qu'on aimerait avoir, on n'a pas les vues qu'on aimerait avoir. Et c'est un long marathon, les réseaux, quand on se lance dessus. Et forcément, il faut avoir du mental, il faut avoir de la détermination, il faut aussi être passionné parce que bah, sinon, on abandonne très, très vite. Ouais, c'est carrément ça. Alors moi, j'ai eu la chance, on va dire, d'avoir des vues directement avec la magie de TikTok. Donc j'ai pas eu cette période de période à galérer à avoir des abonnés parce que en un mois, je me souviens, en un mois j'avais 16 000 abonnés sur TikTok. Alors sur TikTok c'est assez simple, hein. Et en 2 semaines j'ai passé 200 000 abonnés d'un coup. Et donc quand je me suis lancé sur Instagram et sur YouTube, les gens ont suivi directement. Donc moi j'ai pas eu cette période où je galérais à avoir des abonnés. Par contre j'ai eu la période où je stagne. C'est un petit peu la même, voire même elle est même pire celle-là. C'est quand tu connais une montée et qu'après ça stagne. Mentalement, c'est compliqué. Ouais. C'est très compliqué. Tu te remets tout le temps en question, etc. Donc, il faut avoir. On va dire il faut rester son objectif en vue. Il faut pas le lâcher, quoi. Mais du coup, t'as vraiment réussi, parce que t'es la première personne à nous dire ça, t'as vraiment réussi à prendre les gens de TikTok et à les ramener sur d'autres plateformes, parce que moi j'ai l'impression que c'est quasi impossible. Ça m'a aidé un petit peu. Ça m'a carrément aidé Ouais, un petit peu. YouTube ou Instagram, je sais que j'ai pris mes 10 000 premiers abonnés grâce à TikTok. Vraiment. ok. Sans faire trop le forcing non plus. Parce que j'ai vu que ça ne marchait pas au départ. Je m'attendais, vu que j'avais 2 ou 300 000 abonnés sur TikTok, je m'attendais à avoir, je me suis dit au moins 10%, au moins avoir 30 000 qui suivent. Ça n'a pas été le cas, mais j'en ai eu quand même. Ok. Notamment avec Twitch, j'ai fait 3 lives Twitch dans ma vie. Alors c'est un objectif qui va arriver, mais les 3 lives, en fait, j'ai commencé à faire les lives sur TikTok et j'ai dit, bah, je vais sur Twitch, suivez-moi. Et en 3 lives, j'ai chopé 500 followers. Donc la conversion existe quand même. Elle est minime, mais Ok. elle existe quand même. Ok, c'est bon à savoir, parce que Et c'était... juste. Vas-y. Ouais, non, vas-y, vas-y. Non, c'était juste sur la conversion, mais il nous a répondu, je savais pas s'il avait d'autres techniques à part ça, parce qu'on savait que on a Frère Castor par exemple qui est passé, qui nous disait que à la fin de chaque TikTok, il disait, il coupait un morceau de sa vidéo et il disait pour voir la suite, allez sur YouTube. Et toi, c'est un peu ce que tu as fait avec Twitch. Et je voulais savoir si tu as d'autres techniques encore pour ramener des gens de TikTok ou si c'était juste les lives. Moi, je mets dans ma bio, il y a enfin, je sais plus, je crois que je l'ai viré il y a peu de temps, mais je mets mon adresse YouTube. Je mets mon adresse YouTube et dans ma description, mais je crois que je l'ai modifié, c'est plus le cas, mais je mettais, si vous en voulez plus, allez sur ce lien. Donc les gens qui vont sur mon profil, donc déjà sur TikTok, les gens qui vont sur ton profil, c'est qu'ils sont vraiment intéressés parce que peu le font. Donc le peu qu'ils le font, c'est soit il y a quelque chose qui les intéresse ou ils viennent dévorer tes vidéos, ils en regardent 20 d'affilée. Donc le fait de dire, bah, regardez, j'ai aussi une chaîne YouTube, bah, il va se dire, tiens, lui je l'aime bien, mais je vais voir ce qu'il propose ailleurs. Bon, au final c'est la même chose, mais et du coup c'est comme ça que je fais. Après, le forcing, partie 1, partie 2 sur YouTube, ça, moi, je suis pas sûr que ça marche bien. Euh, Ce que beaucoup font en ce moment, et ce que peut-être que je vais faire, mais je trouve un peu vache, c'est quand ils font des lives et ils marquent je réponds que sur Twitch. Donc là, bon, ça marche parce que d'après ce que je vois, ça marche un petit peu, mais bon, c'est pas cool en gros de pénaliser les gens de TikTok pour dire bah, je réponds qu'à ceux de Twitch, mais au final, c'est peut-être la bonne Ça technique. marche. C'est peut-être la bonne technique, ouais. Très bonne technique. On va peut-être faire ça pour YouTube aussi. Et si on peut faire live TikTok et YouTube et dire on répond que sur YouTube. Et là, ça devrait prendre. Ouais, Bah, en écoute, termes de conscience, c'est quand même un peu moyen. Mais d'ailleurs, par rapport à ton nom, j'ai oublié de te poser la question au début, mais j'ai de la culture geek. En fait, est-ce que tu peux définir peut-être un petit peu plus pour ceux qui écoutent le terme geek? Parce que tu vois, par exemple, pour moi, et je pense qu'il y a une partie qui doit sûrement penser comme moi, pour moi, geek, j'assimile ça à un mec qui joue à des jeux vidéo. Le terme geek, pour moi, c'est tout de suite jeux vidéo, c'est tout de suite gaming, c'est tout de suite quelqu'un qui joue à des jeux vidéo. Est-ce que c'est plus large que ça? Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur ce mot, justement? Au début, à la base, ouais, je pense que ce mot vient de ça, c'est des jeux vidéo au final. Sauf qu'aujourd'hui, c'est tellement vaste, c'est tellement grand parce que les jeux vidéo, on va dire, ont explosé. Il y a beaucoup de trucs qui se sont mélangés, que ce soit les films avec l'univers geek, etc. Donc moi, le mot geek, bon, je suis un gros gamer, enfin j'étais un gros gamer, donc c'est pour ça que j'ai mis le mot geek dans mon pseudo, en effet. Mais aujourd'hui, le mot geek, ça veut vraiment dire quelqu'un qui est curieux au final. Pour moi, je vois ça comme ça. Quelqu'un qui est curieux, qui aime connaître comment ça fonctionne, comment tout fonctionne.
Pour ça que généralement on dit les informaticiens, c'est aussi des geeks, parce que justement ces gens-là, comment fonctionne un ordinateur, etc. Enfin voilà. Moi le mot geek, je le vois comme ça, comme quelqu'un qui est extrêmement curieux en fait. Ouais, je pense qu'il a évolué au final. Ouais, carrément. Et, dès le début, quand tu t'es lancé, tu as dit que les abonnés ils sont montés très vite. Mais toi, quand tu as créé le compte, est-ce que tu pensais pouvoir trouver une aussi grosse communauté qui est attirée par l'astronomie et tout ça? Parce que c'est quand tu pars sur TikTok et tout ça, de base, tu te dis que c'est des réseaux où les gens ils voient du contenu de distraction, un peu loisir et tout. Après, l'éducation, elle est venue, mais au départ, c'était plus des gens qui dansaient, etc. Des trucs pour... Est-ce que tu t'es dit, tu pourras trouver des personnes qui aiment l'astronomie et surtout autant de personnes? Alors autant de personnes, non, clairement. Moi avant je consommais YouTube, donc des créateurs de contenu qui parlent d'astro, notamment le plus gros dans le domaine, je pense que c'est AstronoGeek. Au début il devait avoir 600 000 abonnés quand TikTok est arrivé, donc je savais qu'il y avait des gens qui aimaient l'astro. Après, est-ce que c'était parce qu'ils aimaient le personnage ou autre? Enfin ça c'est aussi une autre discussion, mais je me suis dit donc l'astro plaît au final. Et en fait, je me suis pas trop posé la question de est-ce que j'allais avoir du monde ou pas, parce que si jamais tu te poses cette question au début, ça fonctionnera jamais. On fait pas ça pour le nombre d'abonnés au début, hein. Euh, Ouais. et donc du coup, et quand j'ai vu TikTok arriver, où tout le monde insultait TikTok, disait regardez, c'est une aberration ce réseau. Moi, je me suis dit non, au contraire, c'est quelque chose qui peut être tellement tellement génial parce que c'est la nouvelle génération qui va être dessus en fait. Si nous on a aimé YouTube, si on consomme YouTube, bon eux aussi bien sûr, mais les gamins de 13-14 ans, mais ils découvrent les réseaux avec TikTok, enfin c'est ce qu'on pensait au final. YouTube n'est pas mort. Et du coup je me suis dit, bah, justement, je vais aller intéresser les jeunes. Je vais aller intéresser les jeunes, je vais aller les saouler avec mes histoires d'astronomie, de science, parce que moi ça me fait tellement kiffer, ça me fait tellement rêver, c'est cet univers, que j'ai envie de partager ça aux jeunes en fait, je me suis dit. Parce que pour moi, l'astro, c'est quelque chose d'important et je pense qu'on devrait tous avoir une base d'astro. Tout le monde devrait avoir une base d'astro parce que ça permet de savoir où on est au final. Et ça permet un peu de remettre les pieds sur terre, bizarrement, alors qu'on parle d'étoiles, mais ça permet de nous dire, au final, on n'est pas grand-chose dans tout ça. Et j'avais envie de partager ça à des jeunes au final. Et de remonter un peu le niveau de TikTok, j'avoue, je me suis dit ça, je vais un peu remonter le niveau de cette connerie. Et puis voilà, donc du coup ça a marché très 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 rapidement et j'en étais très surpris quoi. Et par rapport au partage, moi, il y a un truc qui m'a étonné un petit peu, enfin, pas forcément étonné, mais qui, je trouve, te différencie de beaucoup de créateurs, que ce soit dans l'éducation ou dans le contenu que vous faites, dans les histoires aussi, par exemple, avec Frère Castor. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui racontent des histoires, qui éduquent sur plein de sujets. Il y a aussi, on parlait tout à l'heure de la nutrition en off avec, avec Jérémy qu'on a eu. Bah justement, moi, quand je regarde ces personnes-là, ils partagent leur savoir, ils proposent du contenu, etc. Mais ils ne sont pas forcément proches de leur communauté. Toi, tu fais des événements, j'ai vu. Tu as un canal aussi où sur Instagram, tu as un petit groupe. Tu parlais aussi de faire des live Twitch aussi. Tu fais des live TikTok. Donc, c'est vrai que tu as l'air très proche de ta communauté. Est-ce que c'était une volonté? Est-ce que ça t'est venu comme ça? Ou ça a toujours été vraiment un objectif pour toi de partager, d'être au plus proche de ta communauté? Je me suis pas posé la question en fait, c'est venu au fur et à mesure. À la base, moi je suis pas quelqu'un de très sociable, vraiment. Je suis plutôt réservé, voire même timide parfois. Euh, et du coup, bah, en fait, quand j'ai eu ce monde qui s'est mis à me suivre, qui s'est mis alors j'aime pas le mot, mais qui s'est mis à admirer ce que je racontais, ça m'a un peu surpris et je me suis dit au final, bon, ce que je vis c'est génial. Parce que il est derrière, mais ça c'était un rêve de gosse, hein, enfin de gosse, d'adolescent, d'avoir cette plaque. Ouais, tu m'étonnes. Et en fait, je leur dois juste à ces gens-là. Je leur dois en fait tout ça. Et en fait, c'est ma façon de leur remercier, d'être proche d'eux. Parce que, alors, il y a beaucoup de youtubeurs qui décident qu'eux ne veulent pas être proches, c'est leur choix. Mais moi, j'aime bien cet échange avec les gens, en fait. J'adore ça. Donc, et puis c'est ma façon de les remercier au final. Parce que les gens, moi, je suis tellement content quand je fais des conventions de voir des gens qui sont là, qui tremblent devant moi. Enfin, moi, ça me met un peu mal à l'aise. Je leur dis, attendez, je fais que des vidéos, les gars, calmez-vous. Mais moi, je sais pas, ça me donne le sourire. Enfin, je me mets juste à leur place. Que je rencontre quelqu'un que j'aime bien son travail. Enfin, c'est toujours plaisant. Vaut mieux que le mec soit souriant et aime partager plutôt que le mec qui reste dans son coin et qui, ouais, fous-moi la paix.
Voilà. Pour moi, c'est juste une question de logique. C'est mon point de vue après tout. Je dis pas que, faut que ce soit tout le monde pareil, mais c'est un choix. Mais moi, c'est juste voilà, une question que je leur rends ce qu'ils m'ont donné. Ok. Tu faisais des vidéos plus longues à un certain moment. Il y a jusqu'à 9 mois, t'as tenté les vidéos au format court. Et là, je vois que ça fait 9 mois que t'en as pas fait. Du coup, pourquoi? Ouais. J'ai eu un drôle d'événement dans ma vie. Enfin, drôle d'événement. Voilà, j'ai eu un événement dans ma vie perso qui a dû que j'ai arrêté les réseaux pendant 6-7 mois. Donc forcément, les vidéos longues aussi, parce que les vidéos longues, moi, je mets à peu près 40 heures pour faire 10 minutes. Et les vidéos courtes, c'est entre 3 et 5 heures. Donc c'est une question de temps, après tout. Donc du coup, j'ai tout arrêté. Il y a 9 mois, j'ai vraiment arrêté les longues et les courtes, hein, même si j'en ai produit quelques petites par-ci par-là. Et je me suis vraiment remis dans la production de vidéos il y a vraiment 2 mois. Et au début, je me suis dit, là, il y a 2 mois, il faut d'abord que je relance ces petites vidéos réguliers, donc 3 par semaine, j'arrive à m'y tenir. Et, euh, et pourquoi je mets du temps, enfin pourquoi ça fait 2 mois que je bosse pas sur les vidéos longues, enfin je bosse dessus, mais pourquoi j'en ai pas publié? Parce qu'en fait ça me plaît pas. Ce que j'ai produit jusqu'à maintenant, ça ne me plaît pas du tout. Donc en fait je cherchais, je réfléchissais à comment faire, etc. Là je pense avoir trouvé, et ça va arriver pas ce vendredi, mais le prochain normalement. Et par rapport à cette pause que tu as pu avoir, comment ça s'est passé au niveau de tes statistiques? On suppose qu'il y a eu une baisse quand même, mais comme tu as quand même un gros catalogue et pas mal de vidéos, je pense que tu dois avoir quand même beaucoup de vidéos virales qui continuent à bien marcher. Comment ça s'est passé au niveau des vues? Est-ce que tu continues à faire pas mal de vues ou est-ce que tu as senti une grosse chute? Ça dépend les réseaux. Ça dépend les réseaux. Alors pendant ma pause, TikTok, bon, ça s'est stoppé net parce que les vidéos sont visibles que pendant un mois et demi. Après, bah, elles font plus de vues, hormis si quelqu'un fouille le profil, etc. Donc je faisais très peu de vues. Instagram, pareil. Je perdais même des abonnés. Je perdais jusqu'à 50 abonnés par jour. Bon, ça c'est, on en perd tous 50 à 100 par jour. Mais si t'en gagnes pas 100, bah, voilà, tu diminues. Donc j'ai dû perdre 4-5 000 abonnés en 6 mois. Mais ça, je savais que c'était pas bien grave. Et YouTube, bizarrement, pendant 4 mois, je faisais encore 2 à 3 millions de vues par mois, quoi. Alors que je publiais plus rien. C'était incroyable. Et c'est ce qui m'a enfin, j'ai un peu gardé confiance quand j'allais revenir, mais je savais pas dans quoi, enfin, comment est-ce que l'algo allait m'accueillir. Et en fait, l'algo, que ce soit les 3 réseaux, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Enfin, j'ai fait des millions de vues sur tous les réseaux rapidement. Donc je peux pas l'expliquer comment. Pourtant, je pensais que l'algo allait me défoncer, hein. Je pensais clairement que j'allais faire des vues misérables. Et au final, bon, Instagram, ça a explosé. YouTube, ça, comme avant quand je publiais. Et TikTok, ben, j'ai eu de belles surprises, hein. J'ai de nouveau une vidéo qui a fait 1 million de vues sur TikTok. Je pensais que c'était plus possible. Donc au final, aujourd'hui, non. Moi, je m'attendais justement à galérer à revenir, et au final, non. Donc, C'est marrant parce que bah, la plupart des personnes vont te dire que justement, bah, l'algorithme derrière, il a été compliqué, ça a été dur de revenir, il a fallu refaire des vidéos, des vidéos et des vidéos. Et là, au final, c'est tout le contraire. Donc, c'est marrant, mais il est tellement dur à apprivoiser cet algorithme que ouais. c'est jamais ce qui va se passer, quoi. Ouais, non, je connais pas la recette. Personne connaît la recette. Moi, je sais pas, ils sont gentils avec moi. J'ai envie de dire ça comme ça. Ils sont cool avec moi, donc tant mieux. Moi, je les aime aussi, voilà. Tu viens de dire que t'as encore fait une vidéo à 1 million de vues. Euh, pour faire autant de vidéos à plus d'1 million de vues, je pense qu'il y a quelque chose, au moins au minimum, que tu sais faire. Et à mon avis, ça doit être au niveau de la rétention d'audience. Euh, donc je vais te poser la question, comment garder quelqu'un le plus longtemps possible sur un short? Alors, moi, j'attaque toujours ma vidéo avec une phrase putaclic. Ça, c'est ce que je leur dis. Sur YouTube, tu as 5 secondes. Sur TikTok, tu as 1 seconde. Donc, du coup, alors, j'aime pas trop faire ça, mais on en est obligé. Je sais, ma vidéo qui a fait 1 million de vues, je commence la vidéo où je dis il existe un astre plat dans le système solaire. Voilà. Et ça, je sais qu'aujourd'hui, bah, tout le monde en parle. Enfin, tout le monde en parle. Ça marche bien sur TikTok, et je savais que celle-là, elle allait marcher. Donc, elle a fait 1 million sur TikTok, 1 million sur YouTube aussi, et sur Insta, je crois qu'elle a 500 000. Enfin, je savais qu'elle allait cartonner cette vidéo. Après la phrase d'accroche, moi, j'ai tendance à essayer de jouer sur la narration, de les emmener avec moi dans la magie, en fait. Donc, j'essaye, après la grosse phrase d'accroche, soit je mets un petit coup d'humour après avec ma voix off, ou alors j'essaye de raconter mon histoire de façon que ça les emmène avec moi.
Voilà, les faire voyager avec moi. C'est que ça ma technique. Ça marche pas toujours, mais parfois ça marche. Est-ce que c'est aussi dans ta façon de monter? Ou alors peut-être que c'est pas toi qui les monte? Si, c'est toi, puisque Ouais, tu je fais parlais tout, tout ouais. à l'heure de 5 heures, etc. Ouais. Donc est-ce que tu as aussi des secrets dans ta façon de monter? Peut-être mettre du texte ou pas du texte, certaines images qui choquent un petit peu peut-être, ou je sais pas. Ouais, alors des images, enfin des vidéos, il faut essayer de. Après, je vais pas non plus faire un truc trop monté. Je sais que j'ai des collègues, ils aiment bien le truc sensationnel qui explose de partout. Je le mets un petit peu, mais pas trop. Moi, j'essaye vraiment de mettre des images qui sont vraiment cohérentes avec ce que je raconte et mais mine de rien, qui accrochent les gens. Faut pas non plus mettre des images floues, dégueulasses. Ça, c'est très important, hein. Ça fait fuir. Pendant un temps, YouTube, ce qui était important, c'était le son. Aujourd'hui, il y a le son, certes, mais tout le monde a du bon son maintenant avec les téléphones, mais c'est surtout les images. Il faut que les images soient nettes, propres et cohérentes avec ce que tu racontes. Vraiment, ça c'est important. Après, bien sûr, tu peux faire totalement l'inverse pour aller chercher les commentaires haineux. C'est une autre technique un peu moins, un peu moins cool, mais voilà. Et sinon, moi, je mets du texte en blanc et en jaune. J'ai vu que ça marchait énormément, qu'il y avait des études là-dessus, que ça, le fait d'avoir un mot en jaune, d'avoir un mot en jaune, je mets une phrase. Alors, par rapport à ce que je raconte, j'essaie de pas non plus écrire. Je dis une bêtise, mais si je dis le frigo est rouge, je vais pas marquer le frigo est rouge. Je vais marquer, je sais pas, l'appareil est rouge. J'essaie déjà que c'est pas la même chose qu'ils écoutent, qu'ils lisent Ouais. autre chose de ce qu'ils écoutent, pour que ce soit cohérent bien sûr, et surtout que le mot le plus important, comme le mot rouge, je vais l'écrire en jaune et le reste en blanc. Un truc pétant. Apparemment, ça stimule le cerveau et ça fait rester les gens. Bon, c'est un peu une technique de fouine, mais et après tout, on vit de ça. Donc, Ah, c'est intéressant, je savais pas. Je pense que ça peut être très intéressant pour ceux qui écoutent, ouais. donc ouais, on est plusieurs à le Euh, faire. Donc, moi, je le fais. Est-ce que c'est ça qui marche? Je ne sais pas, mais. en dehors du côté technique, là, j'ai recensé environ, parce que tu as dû poster entre-temps, 218 shorts sur ta chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu peux apprendre aux gens qui en ont pas fait pour l'instant, qui nous écoutent? Au-delà du fait technique, peut-être on a parlé peut-être aussi des idées, ou quel thème traiter, etc. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai un sujet qui est très vaste, très varié. Euh, donc, au final, pour moi, c'est assez facile de créer du contenu. Je suis jamais tombé à court, et encore quand je suis en cours de sujet, enfin en cours d'idée, à court d'idée, pardon, je vais dans les commentaires, tout simplement. Ouais. Je vais dans les commentaires et je regarde la question la plus fréquente qui tombe. Là, récemment, il y a un mois de ça, j'ai fait une vidéo où c'était un commentaire qui tombait une fois sur 10. C'était qu'est-ce qui se passe si on. Est-ce qu'on peut faire péter une planète gazeuse avec un briquet, quoi? Parce qu'on s'imagine toujours du gaz, un briquet, que ça explose. Donc, est-ce qu'on peut faire péter Jupiter avec un briquet? Et cette question, elle revenait souvent. Et je lui dis au bout d'un moment, ouais, c'est une question bête. Mais justement, je me suis dit, c'est une question bête, mais vas-y, j'y réponds, quoi. Et la vidéo, elle a cartonné. Donc, quand on est vraiment, voilà, quand on ne sait pas quoi raconter, allez voir les commentaires. Parce que les commentaires, vous allez voir, vous allez toujours avoir les mêmes commentaires qui reviennent. C'est ce qui est le plus demandé au final. C'est ce que les gens attendent le plus. Donc, ces vidéos-là, généralement, cartonnent. Donc, voilà, il faut vraiment être proche de la communauté. Ça, c'est très important, surtout quand un domaine comme ça, comme l'astro, qui est assez compliqué. Euh, Parce que quand vous gérez un domaine, quand vous êtes bon dans un domaine, je ne dis pas que je suis bon en astro, mais je pense avoir un peu de connaissance quand même. Quand vous êtes bon dans un domaine, en fait, c'est très difficile de se mettre à la place de quelqu'un qui ne connaît pas son domaine, enfin ce domaine-là. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y en a, apparemment, ils aiment bien ma vulgarisation parce que je suis toujours en train de répéter les choses basiquement, simplement. Bon, il y en a, ils aiment pas, ils disent oui, tu nous prends pour des cons. Bon, ouais, ça tant pis pour eux, mais voilà, c'est très important d'être proche de sa commu et de lire ce que les questions, qui s'interrogent sur ça ou autre. C'est comme ça que je fais moi. J'essaye de comprendre vraiment ce qu'ils recherchent en fait. Ouais, bah, il y a deux choses où je suis totalement d'accord. La première, c'est la communauté. C'est vrai que quand tu commences à avoir ne serait-ce que quelques personnes, c'est toujours bien d'écouter ce qu'ils ont à dire, même si jamais tu es à court ou quoi que ce soit, parce qu'effectivement, tu parlais des commentaires, mais même des fois, tu peux leur demander quel genre de sujet pourrait vous intéresser, etc. Et c'est vrai que ça peut donner plein d'idées. Et en plus de ça, c'est des idées qui sortent directement de ta communauté. Donc ça peut être une bonne solution pour avoir d'autres idées et des choses qui pourraient correspondre à ce que veulent ta communauté. Et la deuxième chose, c'est ta manière de parler, parce que ça revient encore totalement avec ce que disait Frère Castor, avec ce que disait Esprit Dog. Et c'est au final démocratiser et pouvoir toucher un maximum de personnes, puisque tu as une manière de parler qui
qui touche tout le monde en fait et qui fait que tout le monde en fait peut comprendre ce que tu racontes. Tu n'es pas seulement pro, on va dire, élitiste pour ceux qui connaissent déjà l'astronomie, etc. Et du coup, tu touches beaucoup plus de monde. Et ça, au final, c'est tout gagnant, quoi. Bien sûr, c'est ça. Beaucoup de personnes me disent ouais, mais tu devrais rentrer plus dans les détails. Je dis déjà, je suis pas légitime à rentrer plus dans les détails parce que je suis pas astrophysicien non plus. Je pourrais pas vous expliquer comme un prof ou autre. Hein. Parce qu'il y en a plein qui me disent ouais, tu devrais être prof. Non, pas du tout. Je suis pas du tout. J'ai pas du tout les capacités pour être prof. Moi, je suis là pour juste raconter ce que j'aime, essayer de vous faire comprendre les choses simplement. C'est d'où le nom, la vulgarisation. Il y a des fois, ils me disent ouais, mais c'est pas ça, c'est pas totalement ça. Oui, bien sûr, c'est de la vulgarisation. Si tu veux vraiment savoir comment ça fonctionne, c'est pas du tout comme ça. Sauf que c'est tellement compliqué que tu es obligé de vulgariser, de simplifier les choses, d'arrondir les bords, parce que sinon tu comprends que dalle. Hein. Moi, quand je fais mes recherches, des fois, je dis mais c'est du français ça, parce que c'est tellement compliqué. Il y a du charabia que tu comprends rien. Donc, il faut essayer de rester très très simple. Même si des fois, même moi, ça me frustre. J'aimerais raconter un peu plus de détails, mais c'est pas mon but, c'est pas mon objectif. Il y a des collègues qui le font très bien sur YouTube ou autre. Comme je leur dis, si vous voulez plus de détails, allez voir ces collègues-là ou faites vos recherches par vous-même. Et ça, c'est un truc que moi je tiens vraiment, c'est faites les recherches par vous-même. Moi, je vous donne le début, débrouillez-vous avec la fin. On va parler du grand méchant loup, celui qui terrorise tous les youtubeurs. Le YouTube board, les analytiques, tout ça. Est-ce que tu es quelqu'un qui suit ses stats, etc., pour pouvoir améliorer ses vidéos? Parce que je sais qu'il y a des gens, ils regardent, ils disent oh, j'ai fait 40% de rétention sur celle-là, comment je fais pour augmenter, etc., etc. Ou est-ce que tu essaies de faire du mieux que tu peux et puis tu envoies la vidéo et tu croises les doigts? Je regarde que le résultat. Trop, je regarde beaucoup trop le résultat. Mais ouais, non, moi je suis du genre à comprendre comment l'algo fonctionne, j'en sais rien. Et je suis pas sûr qu'il y a vraiment une logique dans tout ça. Par contre, le résultat, ouais, un peu trop d'ailleurs. Bon, je me suis un peu calmé, mais au début, j'étais drogué à ça. J'étais drogué au résultat. J'étais tout le temps en train de regarder est-ce que ma vidéo a marché, pourquoi. Et c'est là que tu te reposes, tu te remets en question tout le temps. C'est horrible comme sensation. T'as le syndrome de l'imposteur qui arrive. Enfin, c'est horrible comme sensation. Donc du coup, moi-même, je me suis un peu retiré de tout ça. Et après, bon, le fait de ce qui m'est arrivé l'année dernière, j'ai pas trop eu le choix de me retirer de tout. Et là, quand je suis revenu, je me suis dit, ok, tu suis l'algo, tu regardes tes résultats, mais sois pas trop, dépendant de ça et ne sois pas trop affecté par les résultats, parce que ça, c'est très, très important. Mais je suis pas du genre à regarder pourquoi les gens sont restés à tel moment de la vidéo. Non. Moi, je fais mon truc. Ça plaît, tant mieux. Ça plaît pas, tant pis. C'est quelque chose qu'on a beaucoup, ça, hein, le résultat. Regardez la vidéo, on la voit quand elle est genre 10 sur 10 ou 9 sur 10. Mais quand on arrive à s'en détacher, ça fait un bien fou. Hein. Ouais. Franchement, ça fait vraiment un bien fou. On se sent libéré. Ouais, carrément. Ouais. On dort mieux la nuit. mais du coup, tu es également sur Insta et TikTok. Et laquelle des trois plateformes pour toi t'apporte plus de valeur dans ta vie? Parce que par exemple, Rico, il a dit que tu es connecté avec tes fans sur Insta, avec un groupe chat directement sur Insta. Il y a peut-être la satisfaction, les commentaires, des gens qui te font des retours. Laquelle des trois te donne plus envie de rester dessus? C'est Instagram. Pourtant, c'était l'application que j'aimais le moins, le réseau que j'aimais le moins. Je consomme très peu Instagram. Aujourd'hui, je me suis mis un petit peu, mais voilà, c'est vraiment Instagram parce que c'est là où on est proche des gens, ou même d'autres créateurs au final. On est proche d'autres créateurs et des gens, parce qu'on reçoit des messages privés. Il y a la fonction des stories qui est très suivie. Moi, ça me permet un peu pas de raconter ma life, mais de temps en temps, je mets une petite story, machin. Et pour moi, Instagram, c'est le mieux, vraiment. Les commentaires, c'est partout la même chose, j'ai envie de dire. De toute façon, je l'ai lu. Les commentaires, j'arrête de les lire parce que c'est. Malheureusement, alors il y a peut-être un commentaire sur 10 qui est haineux, mais ils font trop mal. Enfin, ils font trop mal. C'est pas qu'ils font trop mal, on s'en fout un peu, mais voilà, les commentaires, je les lis de moins en moins en fait. C'est peut-être bête, hein, mais j'essaye quand même de les lire au minimum. Mais voilà, les commentaires, c'est pas le plus important, je pense. C'est vraiment les messages privés, les gens ce qui nous disent vraiment en direct. Je sais que je reçois des messages, on reçoit des questions. J'ai beaucoup de questions en commentaire, enfin en message privé, mais c'est vraiment Instagram le plus important. C'est là, je trouve, où tu es beaucoup le plus proche avec ta commu. Ouais, forcément, tu as une énorme proximité avec Insta, hein, comme tu l'as dit, avec les stories, le canal, les messages privés et tout.
Mais c'est vrai que par rapport aux commentaires, je voulais revenir là-dessus. Souvent, on a 9 commentaires sur 10 qui sont positifs et on en a toujours un sur 10, mais c'est celui-là qui reste. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte, mais les commentaires, les commentaires négatifs comme ça, c'est ultra énergivore parce que forcément, nous, on le prend pour personnel, c'est notre contenu. Et les gens, des fois, ils ne se rendent pas compte que ce qu'ils disent, ça peut soit heurter, ça peut soit faire mal, ça peut soit vexer, ça peut soit juste, on se dit, mais attends, mais en fait, j'ai fait toute une vidéo où j'ai dit tout ça, où ça paraît quand même compréhensible et où la majorité des gens ont l'air d'avoir compris. Et toi, tu n'as pas compris. Ou alors, ils vont déformer carrément ce qu'on a dit. Et au final, bah, on est en face et forcément que ça nous fait quelque chose. Et on se dit, et bah, on perd de l'énergie. Et alors, si on commence à répondre, bon, bah là, on n'est pas sorti. C'est ça. Et moi, des fois, je me suis calmé il y a un mois. Je me suis dit, au final, je réponds pas beaucoup aux commentaires, mais les seuls commentaires que je réponds, c'est aux haineux. Ils méritent pas, en fait. Ils méritent. Mais ça nous énerve tellement. Des fois, j'ai envie de les insulter. Mais je le fais pas parce que j'ai fait l'erreur sur TikTok comme ça. Où, voilà, pas une sale histoire, mais bon, j'ai un peu regretté ce que j'ai fait. Mais voilà, je me suis dit, ces gens-là méritent pas que je leur réponde, en fait. Et en fait, faut arrêter de lire enfin, moi, j'arrête de lire les commentaires parce qu'on est plus attiré, on est plus attiré à répondre aux haineux qu'aux messages positifs. Alors pourtant, c'est pas eux qui méritent, quoi. On a tous ce problème. Avec toutes ces choses que tu as gérées autour, parce que on a tous ce problème, entre guillemets, en tant que youtubeur, ou même sur TikTok ou Insta, tu as quelque chose que tu aimes et que tu as envie d'aborder, tu as envie d'en parler. Sauf que dans l'état actuel de YouTube, il y a tout ce qu'il y a autour qui t'oblige à avoir un certain standard. C'est-à-dire qu'il va falloir faire du montage à un certain niveau, etc. Va falloir peut-être mettre des titres, comme tu as dit un peu tout à l'heure, putaclic, trouver ce genre de choses. Est-ce que tout ce qu'il y a à gérer autour, le montage, comme on a dit, les titres, etc., n'entache pas un peu ta passion pour l'astronomie, mais des fois, tu as un peu la flemme en fait, de faire une vidéo. Tout simplement parce que tu te dis en fait tout ce qu'il y a autour, je fais limite, tu vois, c'est comme quand tu allais à l'école et tu choisissais des études et au final, par exemple, tu prenais le commerce et ils te rajoutaient d'autres trucs avec, tu vois, tu pouvais pas faire que du commerce. Et là, c'est un peu la même analogie que je trouve. Est-ce que parfois t'as la flemme? Ouais, je vais avoir la flemme, mais c'est plus le à côté parce qu'au final, j'ai appris à. Moi, j'adore faire le montage. Le montage vidéo, il y en a qui aiment pas. Moi, j'adore ça. Je pense que jamais je le laisserai, à moins, bien sûr, si j'ai 10 millions d'abonnés, peut-être. Mais le montage, moi, j'adore ça. C'est pas un souci. Les recherches, c'est pareil. J'aime bien faire mes recherches. Euh, ouais, peut-être. Il y a un truc qui me saoule, c'est parce que mon studio, enfin, il est là, mais c'est dans ma pièce de vie, hein, donc. Ce qui me saoule, ouais, des fois, c'est de sortir la caméra, les projecteurs, machin. Donc ça me saoule un peu. Sinon, après, au niveau des sujets, il y a des sujets, ouais, par contre, je m'empêche d'en parler. Je m'empêche d'en parler de certains sujets parce que je sais que ça va être tellement déformé et ça va être dans le négatif que voilà. Donc il y a des sujets où j'évite d'en parler ou du moins je ne sais pas trop comment en parler. Et après, bah, il y a tout ce qui va être au-delà de tout ça. Ça va être l'aspect argent parce que c'est mon métier aujourd'hui. Moi, c'est un truc que je ne gère pas du tout. J'y comprends pas grand-chose et puis ça me dépasse un peu. Et ça, du coup, bah, je travaille avec une agence. Eux s'occupent en gros bah, tout ce qui est contrat, machin, c'est eux qui s'en occupent, quoi. Ça, ouais, au début, ça me faisait un peu peur. Ça m'a empêché de faire des choses parce que moi, c'est pas un domaine que je suis pas commerce, je suis pas dans le commerce, quoi. Enfin, je comprends pas grand-chose là-dedans. Ouais. Et ils sont venus te chercher, c'est eux qui sont venus te chercher directement? Ou c'est toi qui s'est dit, bon, j'ai des contacts et tout, est-ce qu'il va falloir à un moment donné, vu que j'aime pas ça et que je suis pas fait pour ça, que j'aille chercher peut-être une agence ou c'est eux qui sont venus directement? Ça a été un peu les deux. Enfin, c'est eux qui sont venus parce que quand on se lance et quand vous marchez, vous avez au moins par semaine, vous avez au moins 2 ou 3 mails qui tombent d'agences, machin, etc., qui essayent de vous contacter. Et en fait, moi, j'ai fait un partenariat où c'est moi qui ai négocié et j'ai très mal négocié au final. Je m'en suis rendu compte que plus tard. Bon, le montant déjà moi, me paraissait déjà énorme pour ce que c'était, mais au final, c'est vraiment rien du tout. J'aurais pu gagner C'est toujours la même chose. 5 à 6 fois plus, je le sais aujourd'hui. Surtout une vidéo qui avait fait 1 million de vues. Enfin voilà, ils ont été très gagnants quoi là-dessus. Mais ils m'ont demandé mon prix, donc ils n'ont pas volé non plus, mais ils m'ont demandé mon prix, j'ai donné mon prix. Voilà. C'est ce qu'on a pu voir maintenant avec Nick. C'est pour parler avec certains créateurs aussi, c'est ce qu'on a vu. Ils savent comment faire. Ils t'approchent, c'est tes premiers partenariats. Tu sais pas comment
comment négocier, tu sais pas combien tu peux demander. Ouais. Et au final, bah, comme ils viennent aussi vers toi, t'as pas trop envie de les faire fuir non plus. Et tu te dis, tu es un peu reconnaissant qu'ils viennent te chercher et qu'ils s'intéressent à toi. Donc, tu vas pas trop haut non plus dans les prix. Et puis, quelque part, tu sais pas combien demander. Et au final, tu sais que bah, quand ils te demandent ton prix, ils savent très bien et qu'ils vont être largement gagnants. Et Oui. c'est toujours le cas. Et on s'en rend compte quelques mois après, avec l'expérience et avec les autres partenariats ou après avoir rencontré d'autres créateurs. Malheureusement, au début, ça passe par là, quoi. C'est un peu ça. Alors au début, moi, quand j'ai eu mes premiers partenariats, j'étais un peu un des premiers à arriver sur TikTok. Donc, j'ai- les seuls collègues que j'avais, c'était des gens qui étaient là sur YouTube depuis très longtemps. Et quand je leur ai demandé, ils me disent, mais j'en sais rien, moi, ta vidéo d'une minute, moi, ça n'existe pas chez moi. Donc, ils m'ont donné leur tarif chez eux, mais au final, on voit bien, c'est totalement différent. Donc, ils m'ont dit, bah, désolé, t'es tout seul. Donc, j'ai essayé de contacter des collègues TikTokers, mais ça leur est jamais arrivé, quoi. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais demander? Enfin, déjà, c'est compliqué de juger de combien on vaut, déjà. C'est ultra, voilà, enfin, c'est compliqué. Et moi, je sais que, bon, là, ils m'ont eu. Bon, ils m'ont eu. Enfin, non, parce que j'ai demandé mon prix. Ils m'ont pas arnaqué, attention. C'est pas ce que je dis, mais j'aurais pu prendre 5, 6 fois plus. Eux ont pris 5, 6 fois plus, hein, parce qu'ils travaillaient avec une boîte, c'est une agence qui est passée par moi. L'agence m'a donné ça. Eux, ils ont demandé x7, x8 au-dessus et ils ont gardé pour eux, quoi. Donc, ça, voilà. Et là, en fait, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je suis nul dans ça, je serai toujours nul. Et au bout d'un moment, il faut que peut-être que je commence à me renseigner. Donc, je commençais un peu à me renseigner, à regarder des vidéos, des conseils. Donc, je commençais à piquer des trucs, mais ça me faisait chier, en fait. Et un jour, j'ai reçu un mail où ce mail, je me suis arrêté dessus. Alors que normalement, je les passe. C'était une agence, en fait, qui travaille qu'avec des vulgarisateurs, en fait. Donc, qui est fait par un YouTuber. En plus, c'est un youtubeur voilà, très connu, qui a pas mal d'abonnés, qui a fait une agence, etc. Et il bosse qu'avec des vulgarisateurs. Et ils sont du genre à négocier qu'avec des marques qui sont un peu en lien avec ce qu'on raconte, quoi. Et je me suis dit, bah, c'est ça qu'il me faut au final, parce que j'ai pas envie de vendre des produits de beauté sur ma chaîne d'astro, quoi. Enfin, c'est pas mon truc, quoi. Euh, et donc je me suis dit, bah allez, j'ai discuté avec eux, je leur dis par contre, moi je veux pas m'engager, pas d'engagement, pas de ci, pas de ça. Non, non, il me dit, on travaille ensemble si tu veux plus travailler, on travaille plus, quoi. Bah, je dis, ok, c'est parti, quoi. Ok, c'est bien ça. Ouais, tu me l'as donné envie d'ouvrir mon agence. Tiens. Les mecs qui se prennent tout l'argent dans leur poche, c'est des concepts que j'aime bien. Décris-nous ton processus de création de vidéos de A à Z, de l'idée jusqu'à sa publication. Est-ce que, par exemple, Jérémy qu'on vient d'avoir, il a un Notion. Pour ceux qui connaissent pas Notion, c'est une application qui permet de Notion. s'organiser. Enfin, Ils connaissent peut-être, mais sous le nom de Notion. Oui, mais on est sur le YouTube FR, donc ils vont dire Notion. tu sais très bien que moi, normalement, c'est YouTube US. Je dis Notion, mais il faut s'adapter. Du coup, est-ce que toi, par exemple, tu as un planning ou des rubriques déjà prêtes que tu rajoutes des sujets dessus? Ou est-ce que tu es en mode artiste et tu te dis, ah, de quoi je veux parler aujourd'hui? Ouais, moi c'est déjà tout au dernier moment. Il faut savoir, c'est là j'ai une vidéo à sortir à 17h, il n'y a rien qui est fait. Voilà. Donc voilà, à mon avis, elle sortira pas aujourd'hui, tant pis. C'est férié, ouais, après tout, hein. Et non, alors moi, je me tiens à 3 vidéos par semaine. Après, ça a pas mal évolué dans ma création de contenu, hein, parce que là, aujourd'hui, c'est mon métier, donc je fais un peu ce que je veux. Mais avant, bah, je travaillais à côté, donc je faisais 40 heures. J'avais des enfants en bas âge, donc j'avais tout ça à gérer. J'avais une maison, il fallait faire une grande maison, donc il fallait l'entretien, etc. C'était impossible, mais je l'ai fait. Aujourd'hui, maintenant, comment je fais? Bah, j'essaie de me bouger pour faire 3 vidéos par semaine. C'est vraiment le minimum que je dois faire. Euh, les idées me viennent généralement sous la douche ou quand je vais me Moi aussi. coucher. Voilà. Ouais, moi aussi, c'est quand je vais me coucher. Ouais. C'est chiant parce qu'on peut pas dormir, mais c'est là où on trouve plein, plein, Ouais. plein d'idées. C'est fou. Ah ouais, mais je sais que des fois, moi, je pourrais quand même écrire un script entier sous la douche, quoi. Ouais, moi aussi. Le lendemain, j'ai tout oublié, mais ouais, les idées, je les ai comme ça. Ou alors, des fois, mais je vais avoir un truc, mais comme ça va me n'importe où, au resto, machin. J'ai un truc qui va me traverser l'esprit. Je vais ouvrir mes notes et je vais noter le truc. Voilà Ouais, comment mes idées arrivent, en fait. du coup, aujourd'hui, bon, comme tu vis de ça et tout, tu es un peu plus peut-être à l'arrache, tu peux plus te relâcher un peu, on va dire, dans l'organisation.
Mais moi, il y a un truc du coup dont je voudrais parler. Bah, du coup, c'est ta vie avant, parce que du coup, ben, t'avais des enfants, t'avais un travail, et ça n'a pas empêché bah, de te lancer, de créer du contenu, de réussir, et aujourd'hui d'être à 100%. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport bah, à tous ceux qui, parce qu'aujourd'hui, on est dans une ère quand même où bah, beaucoup ont envie de se lancer, peu importe l'âge. Et c'est vrai que bah, beaucoup ont peut-être une barrière justement par rapport à la vie de famille, les enfants, le travail. Qu'est-ce que tu pourrais dire toi par rapport à ça, vu que tu as complètement l'expérience de ça? C'est un sacrifice énorme. Ça, faut bien être conscient. C'est un sacrifice qui est énorme. C'est du temps. Faut pas croire que ça tombe du ciel. C'est voilà, faut être prêt à ça. Il faut alors si on a quelqu'un dans sa vie, il faut lui en parler. Moi, c'était le cas. J'avais mon ex-femme à qui bah, j'en parlais. J'en ai beaucoup parlé avec elle. Mais ça impacte beaucoup de choses. C'est du sacrifice monstrueux parce que pendant un temps, je passais 35 à 40 heures par semaine sur mes vidéos, en plus de mon boulot, donc je faisais des semaines à 80 heures, quoi. Donc il faut trouver le temps, il faut sacrifier des choses. Et du coup, qu'est-ce que moi je sacrifiais? Bah, c'était mes loisirs à moi avant tout. Donc, je jouais beaucoup à la console, j'y ai pas touché pendant 2 ans. Euh, c'est surtout ça que je sacrifiais. Et je me couchais, bah, je dormais des fois 3 heures, mais après il y a l'euphorie qui fait qu'on tient le coup. Mais il faut bien faire attention à ça, c'est le sacrifice, et surtout si on est avec quelqu'un, de bien en parler. Parce que forcément la personne ne va pas non plus comprendre pourquoi on fait ça. Si, tu t'auras beau lui dire que c'est un travail, etc. Mais alors, cette personne-là n'a pas l'euphorie. Ni tes enfants, ils comprennent pas pourquoi papa, il est toujours dans son bureau. Voilà. Donc ça, la communication, c'est vraiment important. Et il faut kiffer avant tout. Il faut pas se dire que c'est juste pour le pognon, etc. Moi, c'est devenu, oui, il fallait que ça soit pour le pognon parce que je voulais en vivre, c'était un objectif. Donc j'avais, en plus, moi, ça fonctionnait, donc tant mieux. Et moi, j'avais l'aspect, il fallait que je continue, que je m'accroche parce que je voulais en vivre un jour. Mais si on kiffe pas, parce que moi, si j'aurais pas kiffé ce que je faisais, j'aurais arrêté. Parce qu'on a beau dire oui, ça peut rapporter gros, alors que c'est faux. Enfin, oui, mais c'est faux. Il faut kiffer. Si on kiffe pas ce qu'on fait, c'est mort. On se lance parce que on kiffe ce qu'on fait. C'est le seul truc que je peux dire. Et si ça devient une ouverture pour en travailler, enfin, pour faire un nouveau travail, pour gagner un peu d'argent, pour vivre des choses, parce qu'il n'y a pas que l'argent, on vit des choses qui sont assez quand même incroyables. Hein. Moi, niveau humain, ce que j'ai vécu en 3 ans, c'est juste ouf. Et c'est que le début. Il faut kiffer ce qu'on fait et parler avec la personne avec qui on vit, quoi. Si on vit avec une personne. Très intéressant. On va essayer de mettre ça en application. Tiens. Du coup, tu en as parlé tout à l'heure que tu voulais pas devenir professeur. Mais vu les connaissances que tu as en astronomie, là, tu parlais d'avoir des revenus, etc., d'en faire ton métier et tout. Est-ce que tu n'as jamais pensé à faire des programmes astronomiques que tu vendras sur un site internet par exemple, j'ai de la culturegeek.com avec différents programmes payants et puis ça pourrait te permettre de générer des revenus? Non, pas du tout. Alors ça, c'est vraiment un truc que je ferai jamais. Mais j'y ai pensé un petit peu. Je suis pas légitime, du tout légitime. J'ai les connaissances, oui, mais je suis pas expert. Euh, c'est comme quelqu'un qui va connaître toutes les équipes de Ligue 1 et qui va connaître les 11 joueurs titulaires de toutes les équipes d'Europe. Ouais, C'est pas pour autant qu'il va être meilleur qu'un Messi ou un Ronaldo sur le terrain. Voilà. ouais. C'est ce que je me dis. Donc tu peux donner des conseils, tu peux machin, mais moi ça faut que ça reste gratuit parce que des fois je me trompe, hein, des fois je dis des bêtises, comme tout le monde, même bien sûr, hein, un grand expert va se tromper, il va faire des erreurs, mais moi je me sens pas légitime à vendre mon truc. Par contre, ce que je peux vendre et ce qui va sûrement arriver, c'est mon projet, ça va être vraiment l'échange que je peux donner avec les gens. Là, je suis en train de me faire former sur un planétarium gonflable. Donc, c'est une structure gonflable où dedans, on a un planétarium où ça projette les étoiles sur les trucs, etc. Et on peut faire des interventions dans principalement les écoles. Et là-dessus, c'est un truc, voilà, que moi qui est plus dans mon truc, parce qu'au final, c'est vraiment un échange. Ça reste assez basique. C'est un peu mes vidéos que je fais, sauf que je les ferai en vrai, en fait. Voilà, pourquoi la Lune est comme ci, comme ça, pourquoi on la voit que d'un seul côté. C'est plus ça que je vais vendre une animation. C'est plus une animation, c'est plus moi au final, que plutôt mes connaissances. Enfin, oui, bien sûr, parce que là, du coup, je parle de mes connaissances en disant pourquoi la Lune, on la voit que de ce côté-là, mais je suis pas légitime à vendre des formations. Et je le serai jamais, je pense. Ouais, mais c'est un peu un dérivé au final, quelque part, parce que tu vas apprendre quand même aux jeunes des choses. En fait, enfin, tu vas faire ce que tu fais sur Internet, tu vas aller le faire avec des plus jeunes dans les écoles ou des choses comme ça, avec une sorte de visuel, comme tu disais, le planétorium.
Mais au final, c'est un peu un dérivé c'est un peu un entre-deux au final de ton contenu et d'une formation. Ouais, ok. C'est un peu ça. C'est vraiment pour un échange. Je vais pas leur donner des cours. C'est sympa. Je vais pas donner un cours. C'est vraiment un partage. Et pour les gamins, même les adultes, hein, tu arrives dans le planétarium, c'est génial. Tu rentres dedans et tout. T'as les lumières qui s'allument. Enfin, c'est plus passer un bon moment en fait et un échange plutôt qu'un cours. Comment se servir d'un télescope. Enfin, ça, j'en suis incapable de l'expliquer. Mais voilà, c'est plus une animation en fait. Voilà, c'est plus le délire d'animateur que j'ai comme objectif, on va dire, plutôt qu'être prof, quoi. Et du coup, au-delà des shorts, est-ce que tu as d'autres projets, notamment peut-être des podcasts ou des documentaires? J'ai jamais vu un podcast sur l'astronomie, par exemple. C'est vrai. Ce genre de choses. Pourquoi pas? Le podcast, pourquoi pas? Là, mon objectif, c'est vraiment les vidéos longues. J'aimerais en faire une par semaine, mais on va commencer tous les 15 jours, ça va être bien. C'est mon premier objectif. Mon deuxième objectif, ça va être Twitch. Là, je fais des lives sur TikTok tous les mercredis. Enfin, j'essaye tous les mercredis. J'ai vraiment envie d'en faire un sur Twitch, de me lancer sur Twitch. Parce que sur Twitch, y a des meilleurs outils, etc. Donc ça, on va dire, c'est mes objectifs là, dans les prochains mois. J'ai un autre délire. Les podcasts, peut-être, ça, c'est au fond de ma tête, ça se fera sûrement un jour avec du meilleur matos, etc. Mais peut-être, pourquoi pas. Et j'ai un autre objectif, mais c'est plus pas un rêve, mais j'ai envie de faire un bouquin. J'ai envie de faire un bouquin sur l'astro. J'ai déjà une idée, une idée un peu what the fuck, mais j'adore. Et voilà, pour le moment, je suis plus dans ce délire-là. Tu seras dans l'écriture toi personnelle ou tu contacterais plus une maison d'édition pour t'aider? J'ai déjà des maisons d'édition qui me contactent. J'en ai déjà refusé deux ou trois. Parce que je peux discuter avec mon agent et ils me disent non, ça c'est très mauvais. Ils sont là parce que t'es juste youtubeur, le reste ils s'en foutent. Je dis ok. Donc je vais l'écrire moi-même, mais je vais devoir me faire aider parce que je suis très mauvais. Je suis très très mauvais là-dedans, donc je vais devoir me faire aider, ça c'est sûr. Mais il faut que ça reste ma patte à moi, quoi. Il va juste cette personne-là va m'aider à l'écrire correctement. Mais c'est pas lui qui va l'écrire à ma place. Voilà. Il va m'aider à formuler les phrases correctement, tous les codes qu'il y a dans l'écriture dans le bouquin. Mais en fait, je peux en parler un peu de ce que j'ai. Mais attention, je dis pas que ça va arriver, que ça va se faire. En fait, j'ai envie de faire un bouquin. Déjà, le titre, ça va être un truc un peu what the fuck, ça va être l'astronomie aux toilettes. Ah ouais. Ok. Voilà. J'ai bien envie de faire un truc comme ça avec un bon dessin avec un papier de PQ. Enfin, je sais pas. Voilà, Ouais, un truc, ok. un truc un peu what the fuck comme ça, où dedans tu vas retrouver un peu mes formats courts, hein, plein de petites anecdotes sur l'astro, des trucs, mais Ouais, c'est de ça, tout et de rien. que tu lis en te divertissant quand tu as du temps libre ou quoi. C'est ça. Ok. Là, ça peut être carrément sympa. Mais du coup, par rapport à tout ça, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, par rapport à tes projets, des choses comme ça, ta communauté, elle est au courant ou ils vont découvrir ça là? J'en parle un peu. Le bouquin, je l'ai peut-être dit une fois ou deux en live, mais en convention, ouais, quand je croise des abonnés, je leur dis, mais j'ai jamais fait une annonce parce que j'ai fait cette erreur trop longtemps d'annoncer des choses que j'ai jamais faites. Que t'as pas fait. Et Ouais. c'est de la déception aux yeux des abonnés, donc ça j'arrête d'annoncer en fait officiellement. C'est pour ça que j'ai bien dit là, attention, j'ai pas dit que je vais le faire, mais c'est une idée que voilà. Ouais. Pour revenir sur l'agence, parce que j'allais la nommer, mais en fonction de ta réponse, ça peut être la mauvaise pub, donc je vais pas la nommer. Euh, Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se lier à une agence? Est-ce que ça ramène vraiment des partenaires, etc. Parce que Recoba, à chaque fois, et moi, on en parle, on dit bah ouais, mais il faudrait qu'il y ait des mecs qui nous ramènent pas mal de clients pour que ça soit intéressant, parce que ça te rajoute des gens avec qui parler, dans des gestions d'échanges, etc. On a déjà plein de taf. Est-ce que c'est vraiment rentable pour toi? Ouais, alors mon agence, moi c'est Intello, hein, je sais pas si c'est ça que tu avais Ah, noté. on peut le dire, c'est de la bonne pub. Ouais. C'est Intello, et moi du coup ça m'enlève une charge de travail qui est assez importante parce que j'avais fait un contrat avec Ubisoft et j'ai été contacté par Ubisoft aux États-Unis. Alors pourquoi? Alors qu'ils sont français, bon. Voilà. Alors du coup, moi je suis pas bilingue, donc une galère pour l'échange. Enfin, j'ai perdu du temps. Non, parce que là-dessus ils ont été réglo, ils m'ont payé très correctement et voilà, c'est pas un souci. Mais en fait ça m'a enlevé beaucoup de charge de travail. Et aujourd'hui,
vu que je suis nul à ça, moi c'est quelque chose qui me, à chaque fois, est-ce que je demande assez, est-ce que je me vends assez bien, est-ce que si, c'est une charge mentale énorme en fait qui m'est enlevée. Là, je reçois un mail aujourd'hui. Je suis en contact avec eux. Hein. Je dis voilà, j'ai reçu ce mail-là. Bah, moi, ça m'intéresse. Ils disent oui, on, on discute avec eux. On discute avec eux. Ils reviennent des fois avec des prix que j'aurais jamais demandé ça. Moi, enfin, c'est ah bon, autant. Bah oui, oui, ils me disent c'est le prix. Ok, bon. Donc voilà, moi, du coup, au final, alors bien sûr, ils prennent un pourcentage, mais c'est leur boulot. Faut bien qu'ils soient payés par rapport à ce qu'ils font, mais c'est très important. Puis eux, en plus, t'emmènent des choses parce que eux, ils ont tout un réseau. Et donc, du coup, il y a une marque qui va venir les voir, va dire, bah voilà, nous, on cherche un créateur de contenu pour telle chose, telle chose, telle chose. Et là, c'est eux qui te contactent. Ils disent, ben voilà, on a ce client-là qui veulent ça. Donc, en plus, non seulement ils négocient les mails que tu reçois, mais ils t'apportent des choses en plus. T'amènes. Ouais, parce que dans l'adresse mail que tu mets dans tes réseaux sociaux, c'est direct une adresse mail avec @intello. Donc ça veut dire que tout ce qui est partenaire, c'est eux qui le reçoivent, ils le gèrent directement. Donc ça te permet de te concentrer sur la création. Ouais, c'est un peu ça. Donc les mails, je les vois aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de... Ah ok, t'es en copie. Ouais, bien sûr, c'est important parce que j'ai beaucoup de mails personnels au final. Ok. Des abonnés, par exemple, il y a des abonnés, ils aiment bien envoyer des mails, voilà, etc. Donc eux, bah, même pas ils m'en parlent. Hein. C'est vraiment eux que des fois ils disent bah tiens, t'as vu ce mail-là, bah, on discute avec eux. Ok. Ou des fois c'est moi qui leur dis quand je vois un truc très intéressant, une marque que je kiffe, je dis t'as vu, ils m'ont écrit, ouais t'inquiète, on est dessus. Ouais, terrible. Et maintenant que tu fais, parce que tu as dit tout à l'heure, tu as fait des 2 millions de vues sur des shorts. La question qu'on pose à tout le monde, c'est quoi ton nouveau chiffre relatif zéro, entre guillemets? Quand tu vois une vidéo, par exemple, qui fait 50K, 100K, tu dis elle a floppé, en fait. C'est quoi ton nouveau chiffre que tu dis, en fait, ça la vidéo, elle a pas marché? Moins de 10 000 vues sur TikTok. Sur TikTok, là, je parle. Ah, ça va. Ouais, moins de 10 000. Ah, je m'attendais à Je pensais plus. que t'allais dire plus. Non. Ok. Non, parce que c'est très varié. Les résultats sont très variés. Moins de 10 000 vues, pour moi, c'est une vidéo qui n'a pas marché. Bon, généralement, elles arrivent tous à 10 000 vues, mais il y en a qui mettent 2 à 3 semaines à le faire. Quand au bout d'une semaine, elle est à moins de 10 000, comme ma dernière, elle est à moins de 10 000, celle-là, elle a foiré, quoi. Ça, je le sais, elle a foiré. Et de toute façon, le sujet, je savais qu'il n'était pas si intéressant que ça. Donc, je m'en doutais un peu. Et après, une vidéo qui marche, par contre, c'est plus de 100 000 sur TikTok. Si elle dépasse les 100K, je me dis bah cette vidéo a bien marché. Et quand elle atteint le million, bon bah cette vidéo a explosé. Et après sur Insta, c'est différent. Instagram, là en ce moment, je suis plus à moins de 20 000. Je me dis que ça a pas bien marché. Et au-delà de 50 000, ça a marché sur Instagram. Et YouTube, c'est tellement what the fuck que je peux pas dire aujourd'hui. Voilà. T'as bien résumé le truc, je trouve, parce que TikTok, ça peut être pas très grave, mais d'un coup, ça peut monter très haut, et du coup, 100 000, c'est vraiment le minimum. Enfin, tu te dis, 100 000, ça a bien marché, mais Insta, tu peux penser qu'il y a peut-être moins de vues, mais au final, le minimum, il est à 20 000, il est pas à 10 000, et ton maximum, il est à 50 et pas à 100. Et YouTube, bon, c'est what the fuck, quoi, on comprend pas. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ça peut aller. Instagram, c'est très régulier. C'est l'avantage qu'il y a. Instagram, c'est assez régulier. Quand je vois, bon là, j'ai 2-3 vidéos qui ont bien explosé. Mais sinon, c'est très régulier. Instagram, t'es jamais vraiment déçu au final. C'est pour ça que je disais que c'est un peu mon réseau préféré parce que les gens sont fidèles, les gens sont là. Donc c'est plutôt cool que TikTok. J'ai beau avoir presque 500 000 abonnés. Voilà. Hein, en termes de vues, c'est pas ouf, quoi. Et YouTube, bon, c'est hors catégorie parce que là, moi, ce qui m'arrive en ce moment, c'est je fais 4 millions de vues par mois. Donc j'arrive pas à comprendre. L'algo, j'y comprends rien. J'ai des vidéos qui font 10 000 vues, j'en ai le lendemain, j'ai une vidéo qui va faire 100 000 vues en 24 heures. Enfin, voilà, j'y comprends rien, YouTube. Sachant que tu fais très peu de vidéos moyennes, longues, là va falloir vraiment vulgariser pour nous, parce que Recoba et moi, on est des gens, on fait des vidéos, soit des lives d'1 heure, soit des vidéos de 10, 12 minutes. Comment tu fais pour gagner de l'argent? Parce que pour moi, les marques qui viennent nous voir, comme tu as dit tout à l'heure, elles viennent sur des vidéos où on fait 8-9 minutes, ils nous disent placer 30 secondes de pub dans la vidéo, dans une première minute. Pour moi, il n'y avait pas tant d'argent que ça à se faire dans le contenu court. Alors, on peut se tromper parce que franchement, on n'est vraiment pas dessus. On est vraiment que sur du médium long.
Comment, en tant que personne qui fait des shorts, tu arrives à gagner autant d'argent? Je me demande aussi. Alors non, parce que oui, en effet, les vues rapportent que dalle. Même s'il y a eu une amélioration au niveau de YouTube, mais ça reste très très faible, hein. Avec mes 4 millions de vues, je pourrais pas en vivre, hein. Euh, c'est les marques en fait qui viennent, mais les marques viennent, je peux pas donner une fourchette de prix parce que c'est tellement varié. C'est trop varié en fait. Mais c'est les partenariats les partenariats qui arrivent, et les partenariats généralement, quand ils viennent te voir parce qu'ils aiment ce que tu fais, pas par rapport au nombre de, enfin, par rapport au nombre de vues bien sûr, mais sur YouTube ça va être surtout par rapport au ton nombre de vues. Ok, ta vidéo, tu sais qu'elle fait 10 000 vues en moyenne, bah ok, bah, voilà, mettez ça au milieu, au début, puis le reste, débrouille-toi quoi. Parle de ce que tu parles d'habitude. Là, c'est pas pareil. La marque va venir avec toi parce qu'ils aiment comment est-ce que tu emmènes les choses, etc. Là, je suis en train de travailler avec une marque. Bon, j'ai pas encore pas le droit de la citer parce que c'est voilà, c'est en cours, mais ça va arriver dans 2 semaines. Eux, ils sont venus me voir, ils ont dit voilà, nous, on a tel projet, on parle de telle chose, on aimerait que tu en parles à ta façon. Ils m'ont envoyé un truc très complet, voilà, ils m'ont pris des captures d'écran de ce que j'avais déjà raconté. Voilà, on aimerait que tu parles de ce que tu veux, enfin de ce que tu veux. Tu le racontes comment tu veux, mais on te fait confiance sur la vidéo. Parce que là, c'est 1 minute. Donc pendant 1 minute, tu vas parler de eux, en fait. Ouais. Et c'est pas comme YouTube où tu vas parler de ta vidéo normale et tu vas mettre juste 10 secondes de eux, tu vois. Alors bien sûr, tu peux avoir des projets où pendant 10 minutes, c'est un rapport avec eux, mais ce que je veux dire, c'est que là, ils viennent vraiment chercher le créateur pour ce qu'il est lui, mais ce qu'il est, en fait. C'est surtout ça. Ok. Ouais, c'est-à-dire que là, le contenu, il va concerner que eux, en fait. Oui, mais c'est là où il faut être. Ouais. Enfin, si moi je me mets à parler de frigo, par exemple, pourquoi il me parle de frigo quoi? Enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, là, c'est Ouais. là, bon, c'est notre boulot, hein, c'est de dire bah, comment, admettons qu'il y a une marque de frigo qui vient me voir et qui dit voilà, donc, on veut ça, bah, c'est à moi d'après de trouver une idée en rapport avec ça là-haut, quoi. Ok, ouais, ok. Voilà, de dire bah tiens, je parlais des frigos qu'il y a dans l'ISS, ou alors j'ai parlé du froid dans l'espace. Enfin, bah, là-dessus, ils nous font confiance. Ils nous font confiance et c'est comme ça. Enfin, tu crées ta vidéo par rapport à ce que eux veulent, tu vois. Ok. Ouais, je vois. Et oui, pour répondre, oui, il y a de l'argent à se faire, vraiment. Là, je suis arrivé dans une phase où je commence à avoir des contrats qui me dépassent un peu. Enfin, tant mieux, je suis content parce que je commence ça me permet un peu de souffler un peu parce que moi, j'ai pas de revenu fixe comme un YouTuber qui va faire 4 millions de vues par mois. Lui, il va avoir un salaire à peu près fixe par rapport aux vues. Moi, j'en suis loin de tout Ouais. ça. J'ai pas à me plaindre non plus, mais moi, j'ai pas encore un SMIC en gros. J'ai pas un SMIC par rapport aux vues. Donc, si derrière, je fais pas de partenariat, bah, j'en vis pas quoi. Ouais, donc c'était ma prochaine question, c'était la répartition, mais tu viens d'y répondre. Parce que tout ce qui est programme partenaire TikTok plus YouTube, c'est pas beaucoup dans le camembert, entre guillemets. Et là, si t'as pas de partenaire, c'est compliqué. Ouais, c'est très compliqué. Bah, c'est vrai que déjà de base avec YouTube et du contenu relativement long, c'est déjà assez compliqué et en règle générale quand tu en vis, c'est vraiment grâce aux marques. Mais alors là avec du contenu court, c'est encore pire. C'est Ouais. vrai que si t'as pas des partenariats ou quoi, t'es cuit, tu peux pas vivre de ça, Ah quoi, ouais, non, clairement. non, clairement pas. Euh, pour 1000 vues, tu tapes 6 centimes sur YouTube Short. Donc voilà, contre 3-4 euros, enfin ça dépend à combien t'es, mais moi je crois que je suis à 4-5 balles les 1000 vues pour les vidéos longues. Voilà, Ouais. y a pas photo. Alors oui, on fait plus de vues, je tourne à 4 millions à peu près sur YouTube, mais je suis très très loin du SMIC, hein. Je suis à un quart du SMIC que YouTube. C'est déjà bien, je vais pas m'en plaindre, mais c'est pas assez. L'impact que cette chaîne et cette aventure, elle a eu sur ta vie. Par exemple, tu as été invité à des conférences, etc. Peut-être que t'as fait des nouvelles rencontres. Moi, par exemple, quand je me suis lancé dans cette aventure, j'étais tout seul. Maintenant, par exemple, dans notre autre podcast sur le foot, bah, j'ai Rekoba et j'ai plein de gars qui sont devenus un peu mes potes, tu vois. C'est quoi l'impact que cette chaîne et cette aventure a eu sur ta vie? Ça a totalement changé ma vie, on va dire. Enfin, ça l'a amélioré, pas changé parce que j'ai pas tiré un trait sur tout ce que j'avais fait avant. Mais j'ai rencontré d'excellentes personnes. Je me suis fait des amis, euh, des créateurs de contenu, hein, qu'au final, bah, on se voit deux, trois fois par an. Enfin voilà, je me suis carrément fait des amis grâce à ça, parce qu'on discute beaucoup avec les créateurs de contenu. J'ai rencontré des gens, des personnes auxquelles je suivais leur travail, donc des youtubeurs qui étaient déjà installés sur YouTube.
Moi, je les ai rencontrés. Maintenant, c'est mes potes, quoi. On se croise, on se fait la bise. Enfin, alors que ces gens-là, j'ai regardé toutes leurs vidéos. Je suis pas du genre à être groupie, à être tremblant, mais ça fait quand même quelque chose quand tu regardes la personne pendant des années et là, tu es en face de lui et il te fait la bise. Bah, tu te dis, putain, c'est génial. Donc ça apporte beaucoup de choses et ça t'emmène dans des endroits qui sont assez incroyables, notamment en convention. Moi, j'adore les conventions quand tu es invité parce que tu te retrouves avec des acteurs, des doubleurs, d'autres youtubeurs. Humainement, c'est très enrichissant. C'est très enrichissant. Et même des fois, tu vas voir des gens qui vont s'abonner à toi sur Instagram. Donc là, il n'y a pas de contact direct, mais la personne, tu l'admires, elle s'abonne à toi. Enfin, tu fais, ouais, mais pourquoi elle s'est abonnée à moi? Voilà, humainement, c'est très enrichissant. Ok. Du coup, avant-dernière question, à quel moment tu t'es dit que ça pourrait devenir une carrière? C'est quoi? C'est au premier contrat ou dès le début, tu as commencé, tu t'es dit, je vais finir par y arriver, ça va être mon taf et le taf que je suis en train de faire, c'est juste une passerelle pour me permettre de tenir, mais non, peu importe, à la fin, je vais faire ça. Ou est-ce qu'il y a eu un switch à un moment, le premier partenaire est arrivé, tu as reçu un chèque et tout, tu t'es dit, ah ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à faire là-bas. Il y a un peu un mélange. Je travaillais, mais c'était un travail. Je savais que c'était provisoire. C'était par rapport à ma vie et mon ex-femme qui était en train de se former sur un nouveau travail. Donc, en attendant qu'elle ait une formation, il fallait bien quelqu'un qui paye le loyer. Alors, bien sûr, elle avait quand même des compléments derrière, mais il fallait bien quelqu'un qui bosse. Et moi, je lui ai dit, voilà, je fais ce boulot-là, je fais ces boulots-là, mais c'est pas ce que je veux faire toute ma vie, quoi. Je le fais parce que là, faut payer les factures, quoi. Le jour où toi, tu seras en place et que tu auras ton CDI, machin, ça sera à mon tour de changer de travail. Donc voilà, j'étais déjà dans cette optique-là. Là, pour le moment, je fais de l'intérim par-ci par-là. Je kiffais un peu ce que je faisais, mais voilà, je savais que c'était pas toute ma vie. Et YouTube, j'avais toujours ce petit rêve un jour d'être youtubeur et de vivre de ce que j'aime, de vivre de ma passion. Parce que moi, l'usine, ça me fait un peu, voilà, ça me fait un peu yesh. L'usine, travailler pour quelqu'un, ok, mais ouais, je suis pas à l'aise, quoi. Je suis vraiment pas à l'aise avec tout ça. Et donc, je me suis dit, un jour, j'aimerais bien être mon propre chef, quoi, me débrouiller, quoi. Et YouTube est arrivé, en fait, les réseaux sont arrivés, ils sont arrivés, mais quand je me suis lancé, c'était pas mon objectif, c'était un rêve. Avant, c'était un rêve de vivre de ce que je produis. Bon, je pense qu'on a tous ce rêve-là, de toute façon, quand on se lance sur les réseaux, mon rêve, c'est de vivre de ce que je fais, quoi, de mon loisir. Et en fait, quand j'ai eu mon premier partenariat, où j'ai pris un SMIC pour une vidéo, alors que pour un SMIC, j'y vais 160 heures par semaine, enfin par mois. Je me suis dit, ouais, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à y comprendre, et là, c'est passé de rêve à objectif. Ok. Ah, c'est marrant parce que d'habitude, j'aime bien réagir, mais là, en fait, tu viens de décrire toute ma vie. Tu viens de décrire exactement toute ma vie, tout ce que je pense, tout ce que je fais. Donc, écoute, et en plus, c'est ce que je vis en ce moment. J'ai eu la chance de signer un premier partenariat. Là, moi, c'est Unibet, puisque c'est dans le foot. Et c'est exactement tout ce que tu as dit. Donc, si vous voulez savoir ce que je pense, vous vous remettez juste le moment où il raconte tout. Et voilà, vous avez exactement mon cas de figure. Félicitations pour ton contrat. Merci, ça fait plaisir. Mais je suis exactement comme toi. Pourtant, j'ai un master, j'ai fait des études et tout, mais j'ai jamais voulu bosser là-dedans. Et ça fait longtemps que j'ai toujours eu le rêve aussi d'être youtubeur, de vivre des réseaux, etc. Parce que c'est ce que j'aime et c'est ce que j'aime faire. Et c'est ma passion aussi, le foot. Donc, j'ai réuni les deux. Et aujourd'hui, voilà, on fait d'autres projets même à côté, du coup, avec ce podcast. Et c'est un pur plaisir. Malheureusement, on ne peut pas toujours en vivre et ça prend du temps. Donc, on travaille à côté, ce qui était ton cas, du coup, à l'usine. Et moi, c'est en intérim aussi. Et voilà, là, il y a les premiers partenariats, etc. C'est vrai que tout avance et ça fait hyper plaisir. Mais c'est beaucoup de sacrifices, comme tu disais, beaucoup de détermination aussi. Et toi qui le disais, le rêve, la visualisation, du coup, moi, je mets ça dans la visualisation. C'est vrai que moi, je trouve que c'est hyper important de se visualiser, réussir le rêve que tu veux atteindre, te donner les moyens de le faire, la détermination, la régularité. Et au final, quand tu es passionné et que tu mets tous ces ingrédients-là ensemble, tôt ou tard, tu finis par y arriver, je trouve. Ouais, c'est ça. C'est le meilleur conseil que je peux donner, moi, c'est YouTube ou autre, hein, il faut être focus sur son objectif et il faut être régulier. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Un jour, ça finit par payer.
Pas tout le temps malheureusement, il y a des exceptions, mais généralement ça finit par payer. Il faut être régulier et tenir bon. Kevin, où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Principalement Instagram, le nom de G de la culture geek. Alors je dis voilà Instagram, je parle beaucoup d'Instagram, vous avez vu, parce que voilà Instagram c'est vraiment là où je suis le plus proche avec ma commu, et voilà, où on peut échanger si vous voulez m'envoyer des messages, machin, discuter. Mais sinon sur YouTube et TikTok, même blaze. Si t'as aimé cette vidéo, t'aimeras sûrement celle sur Esprit Dog, comment ils ont transformé leur passion pour les chiens en empire à plusieurs millions d'euros sur YouTube, ou celle de Jérémy Ménet, nutritionniste qui a développé son activité grâce à sa chaîne YouTube. N'hésite pas à liker et à t'abonner à Créateur de Succès.